Ce sont des astuces totalement illégales que tu ne devrais faire jamais. Ou c'est ce qu'il te dirait pour que tu continues commettant des erreurs et gaspillant jusqu'à un 90% de puissance avec ta voiture. Par cela, un vieux mécanicien retraité m'a expliqué que la majorité des conducteurs meurent sans avoir connu jamais le vrai potentiel de leur véhicule. Les marques, pressées par des normatives gouvernementales asphyxiantes et la nécessité de vendre des voitures qui durent exactement ce que dure leur garantie, livrent des machines qui sont opérantes à peine aux 60% de leur capacité réelle. Ta voiture n'est pas lente. Ta voiture est dans une prison de logiciels et de compromis mécaniques dessinés pour le conducteur le plus maladroit et négligent de la planète. Et c'est pour cela, aujourd'hui nous allons rompre les sceaux de cette prison, nous nous submergerons dans la transformation interne, cette série de changements qui ne requièrent pas de grand budget mais oui d'une connaissance que les marques préfèrent maintenir sous clé. Mais assure-toi de rester parce que je te révélerai au poste numéro 1 une des modifications les plus bon marché, simples et stupidement effectives que tu peux réaliser dans ton propre garage. Prépare-toi pour entrer dans le sous-monde de la mécanique d'élite, où l'efficience se convertit en agression et l'ingénierie se transforme en art. Numéro 14. Le recette de l'apprentissage adaptatif de la transmission. Dans le cœur de la majorité des véhicules modernes bat une unité de contrôle de la transmission qui est beaucoup plus intelligente, et à la fois plus paresseuse, de ce que tu imagines. Ce système, connu techniquement comme gestion adaptative de la boîte de vitesse, a été dessiné pour observer chacun de tes mouvements comme s'il était un espion silencieux. Analyse la pression que tu exerces sur la pédale de l'accélérateur, la vitesse à laquelle tu bouges le pied, la fréquence de tes freinages et le temps que tu passes en ralenti. Avec cette information, l'ordinateur crée un profil de conduite qui cherche le maximum raffinement et le minimum consommation de combustible. Le problème surgit quand ce profil se convertit trop conservateur dû à la routine quotidienne des embouteillages et la conduite urbaine. Quand tu passes des semaines conduisant de la maison au travail au milieu du trafic, l'unité de contrôle de la transmission décide que tu es un conducteur qui valorise la douceur par-dessus tout. Pour te complaire, elle commence à réduire la pression hydraulique des embrayages internes pour que les changements soient imperceptibles, retarde la réponse de l'accélérateur pour éviter des secousses et cherche toujours la vitesse la plus longue possible pour maintenir les révolutions basses. Le résultat est une voiture qui se sent déconnectée, lente et frustrante quand finalement tu décides de lui exiger puissance sur une route ouverte. Ce n'est pas que le moteur ait perdu force, c'est que la transmission a oublié comment se battre. Le changement illégal ici consiste en exécuter un protocole de recette profond qui efface par complet cette mémoire d'adaptation, rendant la logique de la transmission à ses valeurs originales d'usine. Dépendant de la marque de ta voiture, cela peut impliquer une séquence de pulsations sur l'accélérateur avec le contact MIM et le moteur éteint, ou l'usage d'une boîte de diagnostic par port de communication sériale. Au réaliser cette procédure, tu élimines la paresse électronique accumulée. Au moment où tu reviens à démarrer la voiture après ce reset, la transmission se trouve dans un état d'alerte maximale. Les changements se convertissent nets, les réductions de vitesse sont instantanées et la sensation de retard entre ton pied et les roues disparaît par complet. C'est comme si tu lui avais injecté une dose d'adrénaline au système nerveux central de ta voiture, lui permettant de réagir avec une férocité que tu pensais qui seulement existait dans les catalogues de vente. Ce processus d'apprentissage est continu, parce que les mécaniciens vétérans recommandent de réaliser ce reset chaque fois que tu sentes que la voiture commence à s'amollir. Au effacer les mauvaises habitudes de l'ordinateur, tu permets que le matériel travaille à sa maximale capacité mécanique. C'est le premier pas fondamental pour n'importe quelle transformation. Éliminer les filtres digitaux que les fabricants imposent pour protéger le confort des passagers au coup de lame de la machine. Une voiture qui réagit vite est une voiture plus sûre et définitivement beaucoup plus émouvante de conduire. Numéro 13, le Airbox Mode et l'optimisation de l'induction dynamique. Pour comprendre pourquoi le changement numéro 13 est si radical, d'abord nous devons comprendre qu'un moteur de combustion interne est, en essence, une pompe d'air géante. Sa capacité pour générer énergie dépend directement de combien d'air il peut aspirer, comprimer et mélanger avec combustible. Les fabricants, cependant, ont une priorité qui souvent choque avec le rendement pur, le silence de marche. Pour que le moteur n'émette pas un rugissement de succion qui puisse effrayer le client moyen, les ingénieurs remplissent le système d'admission avec des chambres de résonance, des tubes restrictifs, des déflecteurs de plastique et des parcours tortueux qui servent comme silencieux naturels.
Chacune de ces pièces représente un obstacle physique que l'air doit contourner, générant des turbulences et une perte de pression qui asphyxie le potentiel du moteur. Le Airbox Mode est une des modifications les plus incomprises et sous-estimées dans le monde du rendement automobile. Beaucoup d'enthousiastes commettent l'erreur d'acheter des filtres à air de cône bon marché qui terminent absorbant l'air chaud du compartiment moteur. L'air chaud est moins dense en oxygène, ce qui provoque que l'ordinateur de la voiture réduise l'injection de combustible pour éviter des dommages, résultant en une perte nette de puissance. La vraie transformation arrive quand nous optimisons la boîte à air originale. Au ouvrir ce composant, souvent nous découvrons un labyrinthe de plastique dessiné pour annuler des fréquences sonores. Le premier pas de ce changement est éliminer physiquement tous ces déflecteurs et lisser les parois internes de la boîte à air pour éliminer n'importe quel point de friction inutile. Mais la partie réellement stratégique de ce changement est la création d'une induction forcée naturelle. Beaucoup de voitures aspirent de l'air depuis une zone protégée et chaude proche du radiateur. Le mode implique rediriger ou élargir la tuyauterie d'entrée vers une zone de haute pression dans la partie frontale du véhicule, idéalement derrière la grille ou dans le passage de roue inférieur où l'air est significativement plus froid et se trouve à une pression majeure quand la voiture est en mouvement. Au faire cela, tu transformes la boîte à air en une chambre de pression positive. À mesure que augmente la vitesse, l'air est poussé vers le filtre avec majeure force, dépassant la résistance naturelle du système et alimentant les cylindres avec une charge d'oxygène beaucoup plus riche et dense. Ce changement ne seulement se traduit en une augmentation notable du couple moteur dans la plage moyenne de révolution, mais aussi qu'il améliore l'efficience du combustible sous conditions de croisière. Au requérir moins d'efforts pour aspirer l'air, le moteur fonctionne avec une charge de pompage mineure. Le son qui émane du capot change par complet, il cesse d'être un bourdonnement anémique pour se convertir en une succion profonde et puissante qui t'indique que le moteur est respirant à plein poumon pour la première fois dans sa vie utile. C'est une amélioration d'ingénierie pure qui respecte la protection thermique de la boîte originale mais élimine les restrictions que les comptables et spécialistes en marketing ont imposées sur les designers originaux du moteur. Numéro 12. L'installation d'un système de décantation d'huile de grade professionnelle. Le secret numéro 12 nous amène aux profondeurs d'un problème qui affecte silencieusement tous les moteurs modernes, spécialement à ceux dotés d'injection directe de combustible. Dans une tentative pour réduire les émissions polluantes, les fabricants ont perfectionné le système de ventilation positive du carter. Durant le fonctionnement du moteur, une petite quantité de gaz de combustion et vapeur d'huile chaude se filtre par les segments des pistons vers le carter. Pour éviter que ces gaz nuisibles s'échappent à l'atmosphère ou détruisent les joints du moteur par surpression, ils sont recirculés de retour à l'admission pour être brûlés de nouveau dans les cylindres. Le problème est que ces vapeurs d'huile chaude, mélangées avec humidité et restes de combustible, sont extrêmement collantes. Dans les moteurs anciens, l'essence s'injectait avant les soupapes d'admission, ce qui servait pour baigner et nettoyer constamment les soupapes de n'importe quel résidu. Cependant, dans les moteurs à injection directe modernes, le combustible s'injecte directement dans la chambre de combustion. Cela signifie que les soupapes d'admission ne sont jamais lavées par l'essence. Avec le passage du temps, les vapeurs d'huile qui recirculent depuis le carter se cuisent sur les soupapes d'admission chaudes, formant une croûte de calamine dure et poreuse qui croît comme un cancer mécanique. Cette accumulation restreint le flux d'air, provoque des turbulences qui ruinent le mélange air-combustible et peut arriver à causer des ratés d'allumage, perte de puissance massive et une augmentation drastique dans la consommation de gazole ou essence. L'installation d'un décanteur d'huile, connu professionnellement comme Oil Catch Can, est la chirurgie préventive définitive pour ce mal. Ce dispositif s'interpose dans la ligne de recirculation de vapeur. Son intérieur n'est pas un simple pot vide. Il contient une série de baffles, grilles d'acier inoxydable et chambres de condensation dessinées pour refroidir les vapeurs d'huile de forme soudaine. Au se refroidir, l'huile se condense et se sépare des gaz, tombant au fond du dépôt et permettant que seulement l'air propre et libre de résidus revienne à l'admission du moteur. C'est une modification que les fabricants n'incluent pas de série pour une raison purement logistique. Elle requiert que le propriétaire de la voiture vide le dépôt manuellement chaque certain temps, et ils savent que la majorité des conducteurs s'oublieraient de le faire. En implémentant ce système, tu es protégeant la santé des poumons de ta voiture. Des soupapes d'admission propres assurent que l'aérodynamique interne du moteur se maintienne exactement comme l'ont dessiné les ingénieurs sur l'ordinateur de simulation.
La différence dans la douceur du ralenti et dans la réponse instantanée du turbo est immédiate après quelques milliers de kilomètres d'usage. C'est la différence entre un moteur qui s'asphyxie lentement avec son propre résidu et un qui respire de l'air pur, maintenant sa puissance maximale durant des centaines de milliers de kilomètres. Pour n'importe quel moteur turbo-compressé, ce changement est absolument obligatoire si l'objectif est de transformer la voiture en une machine de haut rendement capable de supporter des abus continus sans perdre efficience. Numéro 11, le renfort de l'infrastructure électrique ou Big 3 Upgrade. Nous arrivons au poste numéro 11 pour parler du système le plus ignoré par les enthousiastes de la vitesse. Le système électrique. La majorité des personnes voient leur voiture comme un ensemble de pièces de métal se mouvant entre elles. Mais la réalité est qu'un véhicule moderne est un réseau informatique de haute vitesse qui dépend d'impulsions électriques précises pour fonctionner. Chaque fois qu'une bougie déclenche une étincelle, chaque fois qu'un injecteur s'ouvre par à peine quelques millisecondes et chaque fois qu'un capteur d'oxygène envoie une lecture à l'unité centrale, on dépend de la qualité du flux électrique. Cependant, pour économiser du poids et des coûts de fabrication, les câbles qui connectent les composants principaux ont l'habitude d'être minces, de qualité inférieure et enclins à la résistance électrique à mesure qu'ils vieillissent et s'oxydent. Le Big 3 Upgrade consiste en substituer ou renforcer 3 câbles fondamentaux du système électrique avec câbles de calibre industriel, généralement de cuivre pur et avec une épaisseur beaucoup plus majeure à celle d'usine. Ces câbles sont celui qui va de l'alternateur au pôle positif de la batterie, celui qui connecte le pôle négatif de la batterie au châssis de la voiture, et celui qui connecte le bloc du moteur au châssis. Il peut paraître un changement mineur, mais ses effets sont séismiques. Au réduire la résistance électrique de ces points critiques, tu permets que l'alternateur travaille avec moins d'efforts et que la batterie se charge de forme beaucoup plus efficiente. Mais le plus important se passe dans les systèmes de gestion du moteur. Avec une infrastructure électrique robuste, le voltage de la voiture se stabilise. Au lieu d'avoir des fluctuations qui confondent les capteurs sensibles, le système reçoit un courant pur et constant. Cela signifie que les bobines d'allumage peuvent générer une étincelle beaucoup plus puissante et chaude, assurant que chaque goutte de combustible dans la chambre de combustion se brûle par complet. Les injecteurs de combustible, qui sont essentiellement des électroaimants de haute précision, réagissent avec majeure rapidité et exactitude, optimisant la livraison de puissance dans tout le rang de révolution. De plus, ce changement élimine des bruits électriques qui peuvent affecter la qualité du son du système d'audio et la vitesse de traitement de la centrale. Beaucoup de mécaniciens vétérans ont vu comment des voitures qui souffraient de ralentis instables, secousses inexplicables ou lumières qui clignotaient ou allumaient l'air conditionné se guérissent instantanément avec ce changement. C'est comme nettoyer les artères d'un athlète pour que le sang coule sans obstacle. Si tu prévois ajouter plus de puissance moyennant une reprogrammation ou des pièces mécaniques lourdes, le Big 3 Upgrade est la base sur laquelle tu dois construire. Sans un courant électrique parfait, le moteur le plus puissant du monde sera lent dans ses réactions. C'est un changement qui ne se voit pas à simple vue, mais qui se sent dans la pointe des doigts chaque fois que tu exiges une réponse immédiate à la machine. Numéro 10. L'élimination de la flexion parasite moyennant bague de polyuréthane. Quand tu presses l'accélérateur de ta voiture, se déclenche une bataille de force physique sous le capot. Le moteur génère un couple massif qui tente tourner le vilebrequin, mais par la troisième loi de Newton, ce même couple tente tourner le moteur complet dans la direction opposée dans le compartiment moteur. Pour éviter que ces vibrations et mouvements arrivent à la cabine et dérangent les passagers, les fabricants utilisent des supports de moteur fabriqués avec un caoutchouc très mou, souvent dessiné avec des cavités creuses pour maximiser l'absorption d'impact. Le problème est que ce caoutchouc est si flexible que, sous une conduite agressive, il permet que le moteur se balance plusieurs centimètres avant que la puissance arrive réellement aux roues. Ce mouvement excessif se connaît comme flexion parasite et est un des plus grands voleurs de rendement dans une voiture de rue. Chaque millimètre que le moteur se déplace dans ses supports est de l'énergie qui n'est pas en train de se transmettre à l'asphalte. De plus, ce balancement provoque l'infâme wheel hop ou rebond des roues avant, où les pneus perdent et gagnent traction de forme violente et erratique dans les sorties rapides, ce qui peut détruire les cardans et la transmission en question de secondes. Le changement numéro 10 consiste en substituer ces bagues de caoutchouc mou, spécialement dans le support de torsion inférieure ou dog bone, par des composants fabriqués en polyuréthane de haute densité. Le polyuréthane est un matériel qui combine la durabilité du plastique avec l'élasticité du caoutchouc, mais avec une rigidité significativement majeure.
Au installer ces bagues, tu bloques le mouvement inutile du bloc moteur. La transformation dans l'expérience de conduite est radicale. Soudainement, la connexion entre l'accélérateur et le mouvement de la voiture se convertit télépathique. Quand tu accélères, la voiture se lance vers l'avant instantanément parce que le moteur ne dépense plus de temps en se tordre dans le châssis. De plus, les changements de vitesse dans les voitures manuelles se convertissent beaucoup plus précis et directs puisque la tringlerie de la boîte de vitesse demeure dans sa position correcte au lieu d'être déplacée par le mouvement du moteur. Il est vrai que ce changement introduit une légère augmentation dans les vibrations qui se sentent dans l'habitacle quand la voiture est au ralenti, mais pour le conducteur qui cherche à transformer son auto en une bête, ce petit sacrifice est une médaille d'honneur. C'est la sensation d'être maniant une machine solide et décidée, non un jouet de plastique amolli. Éliminer la flexion parasite est fondamental pour n'importe quelle voiture qui aspire à avoir une traction parfaite et une réponse de châssis digne d'un véhicule de compétition. C'est le pas final pour ancrer la puissance à la réalité physique du sol. Numéro 9, le bypass de la soupape de retard de l'embrayage, CDV. Ce poste est dédié exclusivement à ceux qui encore défendent l'art de manier 3 pédales. Dans beaucoup de véhicules de marques de luxe et sportives modernes, existe un composant caché dans la ligne hydraulique de l'embrayage connu comme la soupape de retard de l'embrayage ou CDV, Clutch Delay Valve. Il s'agit d'un petit restricteur avec un orifice minuscule qui limite physiquement la vitesse à laquelle le fluide hydraulique peut couler quand tu lâches la pédale. Les fabricants ont installé cette pièce pour protéger la transmission de conducteurs qui pourrait être trop brusque, assurant que l'embrayage toujours s'accouple de forme douce et lente, indépendamment de quel point vite tu enlèves le pied. Pour un conducteur moyen, cela passe inaperçu, mais pour quelqu'un qui cherche le contrôle absolu sur sa machine, la CDV est un cauchemar technique. Elle fait que le tact de l'embrayage soit inconsistant et spongieux. Si tu tentes réaliser un changement de vitesse rapide durant une accélération intense, la soupape empêche que l'embrayage morde immédiatement, provoquant un patinage inutile qui ne seulement te fait perdre temps précieux, mais aussi qui surchauffe le disque d'embrayage et réduit drastiquement sa vie utile. C'est une nounou électronique déguisée en pièce mécanique qui t'empêche de synchroniser parfaitement le moteur avec la transmission. Le changement illégal dans ce cas est l'élimination physique de ce restricteur ou sa substitution par une tuyauterie de flux direct. Au réaliser ce bypass, tu récupères la connexion mécanique pure. La pédale de l'embrayage se convertit prévisible et honnête. Si tu veux un changement doux, tu le modules avec ton propre pied. Si tu veux un changement de compétition qui frappe les roues avec toute la furie du moteur, la voiture finalement te le permet. Le gain dans la qualité de la conduite sportive est incalculable. Soudainement, tu peux réaliser des techniques comme le point de talon avec une précision qui avant paraissait impossible. Tu récupères la capacité de sentir exactement quand le disque touche le volant d'inertie, transformant l'expérience de maniement de quelque chose filtré à quelque chose viscéral. C'est un changement bon marché, qui ne requiert pas de pièces coûteuses, mais qui rend l'âme à n'importe quelle voiture avec transmission manuelle. Numéro 8, l'ajustement de l'avance d'allumage et optimisation du cycle thermique. Le temps d'allumage est le paramètre qui définit exactement en quel moment saute l'étincelle de la bougie en relation avec la position du piston. D'usine, les voitures viennent avec une carte d'allumage très conservatrice. Les ingénieurs doivent prévoir que la voiture puisse être conduite dans des conditions extrêmes, avec essence de basse qualité ou par des conducteurs qui ignorent les maintenances basiques. Pour cela, ils retardent l'allumage pour éviter la détonation ou cliquetis, sacrifiant une quantité considérable de puissance et efficience thermique. Si tu te compromets à utiliser uniquement combustible de haut octane et à maintenir le système de réfrigération en parfait état, le changement numéro 8 te permet de réclamer cette puissance perdue. L'ajustement de l'avance d'allumage, soit moyennant la reprogrammation de l'unité de contrôle, soit moyennant l'ajustement physique des capteurs dans des moteurs compatibles, permet que la combustion s'initie quelques degrés avant. Cela assure que la pression maximale générée par l'explosion frappe la tête du piston dans l'angle exact où se génère le majeur couple sur le vilebrequin. Le résultat est un moteur qui se sent beaucoup plus réveillé et avec une capacité de réponse à l'accélérateur qui semble défier l'inertie du véhicule. Mais pour que cette avance d'allumage soit effective et sûre, nous devons optimiser le cycle thermique du moteur. Cela implique souvent l'installation d'un thermostat de mineure température d'ouverture et l'usage de bougies avec un degré thermique plus froid.
Au maintenir la chambre de combustion quelques degrés par-dessous de la limite d'usine, tu réduis le risque de détonation, permettant que le moteur travaille dans une zone de haute efficience constante. C'est une danse délicate entre la chimie du combustible et la physique de la chaleur. Quand cela se fait correctement, le moteur ne seulement génère plus de chevaux de force, mais il le fait avec un effort mineur, améliorant même l'économie de combustible sous conditions de charge partielle. C'est l'ajustement final de la transformation interne, synchroniser le pool du moteur avec la maximale capacité de l'énergie chimique du gazole ou de l'essence. Numéro 7. Le secret de l'aérodynamique de base, paneling. La majorité des conducteurs dépensent des milliers de dollars en ailerons gigantesques et splitters avant qui, dans beaucoup de cas, seulement ajoutent résistance à l'avancement et poids inutiles. Cependant, la vraie bataille aérodynamique ne se livre pas sur la carrosserie, sinon en dessous d'elle. Si tu regardes sous une super sportive de Ferrari ou un bolide de Formule 1, tu verras une surface aussi plane et lisse comme une table de billard. En changement, si tu regardes sous ta voiture de rue, tu trouveras un chaos de tuyauterie d'échappement, bras de suspension, le carter du moteur et creux vides qui agissent comme des parachutes invisibles. À haute vitesse, l'air qui passe par-dessous de la voiture se convertit turbulent, frappant chacun de ses composants et créant une force de sustentation qui fait que la direction se sente flottante et dangereuse, en plus de freiner la voiture de forme drastique. Le secret du paneling consiste en imiter cette architecture de bas plat utilisant matériel léger, comme feuilles d'aluminium ou composés plastiques de haute résistance, comme le dit Bon. L'objectif est sceller le flux d'air depuis la lèvre inférieure du pare-choc avant jusqu'à l'essieu arrière. Au créer une surface lisse, l'air accélère sous la voiture. Selon le principe de Bernoulli, l'air qui se meut plus vite a une pression mineure. Cette différence de pression entre l'air lent qui passe par-dessus et l'air rapide qui passe par-dessous crée un effet de succion qui colle la voiture à l'asphalte sans nécessité d'ailerons qui freinent ta vitesse de pointe. Implémenter cela requiert une planification méticuleuse de la gestion de la chaleur, laissant ouverture stratégique, nassaduct, pour que l'échappement et la transmission ne se surchauffent pas. Mais les résultats sont transformateurs. La stabilité sur autoroute s'améliore exponentiellement, le bruit du vent disparaît, et la vitesse de pointe peut augmenter significativement simplement parce que le moteur n'a plus à lutter contre la turbulence massive qu'avant il traînait sous le châssis. C'est le truc d'efficience aérodynamique définitif que les marques de luxe cachent derrière des panneaux de fibres de carbone coûteux. Numéro 6. Conversion à bobine de haut voltage, R8 style. Dans la recherche de la combustion parfaite, le voltage est le roi. Beaucoup de moteurs modernes de 4 et 6 cylindres utilisent des bobines d'allumage dessinées pour un usage civilisé, avec une sortie d'énergie suffisante pour brûler un mélange stoichiométrique standard. Mais quand nous commençons à modifier l'admission, l'échappement ou la pression du turbo, la densité de l'air dans le cylindre augmente tellement que l'étincelle originale peut s'éteindre ou se convertir erratique sous charge extrême. Cela provoque micro-ratés d'allumage, misfires, qui ne toujours activent pas le témoin d'avarie, mais qui volent des chevaux de force et salissent le moteur avec combustible non brûlé. La conversion à bobine de haut voltage, fameuse dans la communauté tuning comme les bobines rouges de l'Audi R8 ou systèmes équivalents de haut rendement, est un changement de jeu total. Ces bobines sont dessinées pour livrer une étincelle beaucoup plus longue, intense et constante, même dans des conditions de pression interne brutale. Au installer ces pièces, souvent requérant seulement un adaptateur physique ou un ajustement mineur dans le câblage, tu permets que le moteur fonctionne avec un écartement de bougie un peu plus ample. Une étincelle plus grande signifie que le front de flamme s'épand de forme plus rapide et uniforme par toute la chambre de combustion. L'effet immédiat est une douceur de marche que jamais tu as pensé que ton moteur pourrait avoir. La voiture démarre mieux à froid, le ralenti se stabilise comme une montre suisse et, le plus important, la livraison de puissance dans la partie haute du tachymètre se convertit linéaire et sans hésitation. Tu es éliminant le maillon le plus faible de la chaîne d'ignition. Avec une combustion complète, non seulement tu gagnes puissance réelle, mais aussi tu réduis la température des gaz d'échappement, protégeant ton turbo et permettant que l'ordinateur avance le temps d'allumage sans risque de détonation. C'est la mise à jour électrique la plus effective pour n'importe quel moteur qui prétend être une bête. Numéro 5. Bypass du corps d'accélérateur, coulant bypass. C'est un truc de champ que les puristes de l'efficience thermique adorent. D'usine, la majorité des voitures ont 2 tuyaux d'antigel qui passent à travers du corps de l'accélérateur.
Le propos officiel de cela est éviter que le papillon se congèle dans des climats de froid extrême, comme la Sibérie ou le nord du Canada, dû à l'effet de refroidissement par expansion de l'air. Cependant, pour le 99% des conducteurs dans des climats tempérés ou chauds, cela est un désavantage massif. L'antigel qui circule à environ 90 degrés centigrades chauffe physiquement le corps de l'accélérateur, qui à son tour chauffe l'air qui est en train de tenter d'entrer au moteur. Comme nous savons, l'air chaud est l'ennemi du pouvoir. Plus chaud est l'air, moins de molécules d'oxygène il contient par centimètre cubique, ce qui oblige l'ECU à injecter moins de combustible pour maintenir la proportion correcte. Le coolant bypass consiste en déconnecter ces deux tuyaux du corps de l'accélérateur et les unir entre eux avec un connecteur, laissant que le liquide coule sans chauffer l'admission. C'est une modification qui coûte littéralement le prix d'un collier de serrage et 10 minutes de travail. Au maintenir le corps de l'accélérateur froid au toucher, même après des heures de conduite, tu assures que l'air maintienne sa densité maximale juste avant d'entrer au collecteur d'admission. Le gain peut paraître petit sur un banc de puissance, mais l'amélioration dans la réponse de l'accélérateur en jour chaud est notable. Tu es éliminant une source de chaleur parasite qui seulement sert pour une condition climatique que probablement jamais tu rencontreras. C'est ingénierie logique appliquée pour récupérer l'efficience que l'excès de précaution des fabricants t'a volé. Numéro 4, la tromperie du capteur IAT, résistance variable. Nous entrons dans le terrain des trucs de la vieille école qui frôlent l'illégal par leur simplicité et effectivité. Le capteur de température d'air d'admission, IAT, est un des informateurs clés de la centrale de la voiture. Si le capteur dit que l'air est chaud, la centrale retarde l'allumage et réduit l'essence pour éviter des dommages. Si le capteur dit que l'air est froid, la centrale comprend qu'il y a plus d'oxygène disponible et se convertit plus agressive avec la carte de combustible étant. Le truc consiste en intercepter le signal de ce capteur utilisant une résistance électrique spécifique ou un potentiomètre, résistance variable. Au altérer légèrement la résistance du circuit, nous mentons à l'ordinateur, lui faisant croire que l'air extérieur est entre 10 et 15 degrés plus froid de ce qu'il est réellement. En réponse, la centrale ajuste les paramètres d'injection pour un mélange plus riche et un allumage plus avancé. C'est, en essence, une reprogrammation physique de bas coût. Cependant, ce truc requiert précision. Si tu exagères et lui dis que l'air est à moins 40 degrés, la voiture entrera en mode d'urgence. L'objectif est de trouver ce point doux où la voiture se sent plus forte et avec plus de couple en basse révolution. Il est important de souligner que ce truc fonctionne mieux dans des voitures avec moteurs atmosphériques ou avec systèmes de gestion moins complexes, mais même dans des voitures modernes, permet de compenser la perte de rendement qui arrive quand le moteur se chauffe dans le trafic. C'est une forme artisanale de prendre le contrôle sur les cartes de sécurité de l'ECU et obliger la machine à donner le meilleur de soi en tout moment, assumant que le conducteur sait qu'il est utilisant combustible de bonne qualité pour supporter cette agressivité supplémentaire. Numéro 3. Ajustement de la géométrie de suspension agressive. Quand tu amènes ta voiture à un atelier d'alignement conventionnel, le technicien simplement cherche que les valeurs soient dans le vert que dicte le fabricant. Ces valeurs sont dessinées pour que la voiture soit prévisible, ne dévie pas en ligne droite et, surtout, pour qu'elle tende au sous-virage, que la voiture s'en aille du museau, dans des situations de panique, puisqu'il est plus facile de contrôler pour un conducteur inexpérimenté. Mais si tu veux une bête qui dévore les courbes, le vert du fabricant est ton ennemi. Le changement numéro 3 est solliciter un ajustement de géométrie agressif que la majorité des ateliers se refusent à faire par crainte à l'usure des pneus. Nous sommes parlant d'ajouter carrossage négatif, négative camber, dans l'essieu avant. Au incliner la partie supérieure des roues vers l'intérieur, tu t'assures que, quand la voiture s'appuie dans une courbe forte et la carrosserie s'incline, la surface de contact du pneu extérieur soit parfaitement plane contre le sol, offrant une accroche latérale massive. Nous complétons cela avec un ajustement de pincement, taux, proche à 0 ou légèrement divergent sur le front pour une entrée en courbe instantanée et agressive. Dans l'essieu arrière, une touche de pincement positif aidera à ce que la voiture se sente stable à haute vitesse sans sacrifier l'agilité. Cet ajustement transforme la voiture, la direction se sent plus lourde, communicative et précise. La voiture cesse de se battre contre les courbes pour commencer à couler à travers d'elles. Oui, les pneus internes s'useront un peu plus vite si seulement tu conduis en ligne droite, mais le sacrifice vaut la peine chaque fois que tu sens que le châssis obéit à tes ordres sans le plus petit retard.
C'est la différence entre conduire un électroménager et piloter une arme de précision. Pour amener cet ajustement au niveau suivant, nous devons parler de la mémoire élastique des bagues de série. Quand tu ajustes le carrossage négatif, il ne suffit pas de bouger les vis excentriques. Un truc de champ vital est de réaliser l'alignement avec le poids du conducteur simulé sur le siège. Un sac de sable de 80 kg peut varier le pincement le suffisamment comme pour ruiner une entrée en courbe parfaite. De plus, pour les véhicules de traction avant, un secret illégal pour éliminer le sous-virage chronique est ajuster la partie arrière avec une légère divergence, toe-out. Cela induit un comportement où la partie arrière aide à faire pivoter la voiture au sommet de la courbe, te permettant d'accélérer beaucoup plus tôt. C'est une configuration qui requiert des mains fermes, car la voiture se convertit nerveuse dans les freinages forts, mais c'est précisément ce nervosisme ce qui permet à un pilote expérimenté placer le museau de la voiture avec précision chirurgicale où d'autres seulement trouvent un mur de pneus crissant. Numéro 2, court-circuit du ventilateur, low temp switch. La chaleur est l'assassin silencieux du rendement. La majorité des voitures modernes sont dessinées pour fonctionner à des températures de réfrigérant assez hautes, par raison d'émission. Cependant, à ces températures, le compartiment moteur se convertit en un four qui chauffe tous les composants environnants, et l'ECU souvent commence à protéger le moteur réduisant la puissance. Le truc numéro 2 consiste en installer un interrupteur de température d'activation basse pour le ventilateur du radiateur ou, à son défaut, un système de contrôle manuel depuis la cabine. L'objectif est que le ventilateur principal s'allume aux 82-85 degrés au lieu d'attendre les 98. Au maintenir le moteur dans ce rang thermique plus bas, tu évites que les métaux se dilatent en excès et maintiens la viscosité de l'huile dans son point optimal de flux. Le plus important est que l'ordinateur détecte que le moteur est dans une zone sûre d'opération constante, ce qui lui permet de maintenir les cartes de puissance maximale durant beaucoup plus de temps sans entrer dans des modes de réduction par chaleur. Dans le champ, beaucoup d'enthousiastes simplement shuntent le relais du ventilateur avec un interrupteur sur le tableau de bord. Avant une course ou une montée de montagne, tu allumes le ventilateur manuellement pour pré-refroidir le système. C'est un truc simple qui assure que, pendant que d'autres voitures sont perdant puissance par la chaleur accumulée, ta bête continue poussant avec la même force que dans la première accélération du matin. C'est le contrôle total sur la thermodynamique du véhicule. La vraie maîtrise en ce point n'est pas seulement allumer le ventilateur, mais comprendre l'inertie thermique du bloc de fer ou aluminium. Un truc avancé consiste en installer une diode dans le circuit de l'air conditionné pour que, au activer le ventilateur manuellement, l'ECU ne détecte pas une charge supplémentaire de moteur et n'altère pas le ralenti. Au baisser la température d'opération des 100 degrés au 85 stable, tu réduis la pression interne dans le système de réfrigération, ce qui prévient des fuites dans les joints toriques et tuyaux sous stress. Mais le plus important est l'effet sur le collecteur d'admission. Au être le moteur plus froid, la chaleur radiante qui monte vers l'admission est mineure, permettant que le système de coolant bypass du poste 5 travaille avec une efficience du 100%. C'est un écosystème de froid qui maintient au moteur dans un état de éternel matin, où l'air est toujours dense et le métal jamais ne se dilate jusqu'au point de générer friction parasite excessive. Numéro 1, le grounding kit d'injecteur et capteur. Nous arrivons au poste numéro 1 avec le changement le plus bon marché et, paradoxalement, un des plus ignorés, la stabilisation de terre de haute fidélité. Comme nous avons mentionné dans le chapitre antérieur, le système électrique est vital, mais il y a un détail spécifique qui marque la différence entre un moteur qui fonctionne bien et un qui fonctionne de forme brutale. La référence de voltage des injecteurs et des capteurs critiques. Les capteurs de position du vilebrequin, de phase et les propres injecteurs de combustible opèrent avec des variations de millivolts. Si la terre électrique du bloc du moteur a même si c'est une minimale résistance due à l'oxydation ou à des câbles d'usine médiocres, le signal se convertit bruyant. Le grounding kit, dédié pour injecteurs, consiste en tirer des câbles de terre de haute capacité directement depuis le rail de combustible ou les points de montage des capteurs vers le pôle négatif de la batterie. Ne te fie pas de la structure du châssis. Le métal de la voiture est un conducteur pauvre comparé avec un câble de cuivre pur. Au donner aux injecteurs une terre parfaite et directe, leur temps de réponse se convertit ultra précis. La livraison de puissance se convertit linéaire, disparaissent ces petites secousses qui parfois se sentent au accéléré à fond et le moteur sonne plus net.
C'est le truc définitif parce qu'il coûte des centimes en câbles de cuivre et terminaux, mais optimise la fonction du composant le plus important du moteur, le système d'injection. Un moteur qui injecte le combustible avec une précision de microsecondes est un moteur qui livre chaque cheval de force disponible de forme brutale et constante. C'est la culmination de la transformation interne, électricité parfaite, air froid, géométrie agressive et une mécanique qui déjà ne demande pas permission pour être libre. Le secret final du grounding kit réside dans l'élimination du bruit de boucle de terre. Dans une voiture moderne, le bloc moteur agit comme le retour de courant des bougies, ce qui génère des pics de voltage de milliers de volts coulant par le métal. Si les capteurs de position de l'arbre à cams ou les injecteurs partagent cette même masse, leurs signaux de basse tension se voient contaminés. Le truc de champ définitif est utiliser des terminaux de cuivre baignés en or ou argent pour éviter la corrosion galvanique et connecter les injecteurs à un point de terre propre directement sur le châssis, séparé du bloc moteur où déchargent les bougies. Au isoler ces signaux, l'ECU cesse de recevoir des données sales et n'a pas à appliquer des facteurs de correction par erreur. La livraison de puissance se convertit si linéaire et nette que le moteur semble avoir été équilibré internement dans un laboratoire. C'est l'harmonie électrique absolue et c'est le changement qui, pour moins de $10 en câblage, offre le majeur gain en sensation de contrôle et violence dans l'accélération. Nous avons parcouru un chemin qui a commencé avec de simples recettes de logiciels et a terminé dans le hackage profond de la physique de l'automobile. Ces 14 changements ne sont pas seulement des modifications, ils sont une déclaration d'intention. Au appliquer ces connaissances, tu as cessé d'être un simple passager dans une machine dessinée par un comité de marketing pour te convertir en l'architecte de ton propre rendement. Ta voiture maintenant respire mieux, brûle le combustible avec plus de furie, se colle au sol avec intelligence aérodynamique et réagit à tes ordres avec une précision électrique qui avant était inexistante.